Marhaba bikoum. Bienvenue à toutes et à tous dans cette table ronde organisée dans le cadre de la Nuit des chercheurs Green Night et de ce pré-événement e-meeting organisé ici à la Cité des Sciences. Et merci encore à la Cité des Sciences de nous accueillir dans le cadre de cet événement. Alors, cette table ronde qu'on a appelée Sciences et Société a pour objectif de faire intervenir des acteurs de la science et de la société pour pouvoir essayer de comprendre le type d'interaction qu'on peut avoir parmi des acteurs de la science et de la société. Il y aura plusieurs intervenants ayant des profils différents. Et donc, je vais commencer par vous les présenter directement. Je vais finir par moi parce que... je vais commencer donc par le docteur Elim Berkhlifa, qui est chercheur à l'Institut Pasteur de Tunis et membre du comité d'éthique biomédicale de l'Institut Pasteur de Tunis. Ensuite, nous aurons une intervention de M. Ali Bouzouila, qui est chargé des relations associatives à la plateforme Jamaïti et donc qui représente la société civile. Et enfin, nous aurons une intervention de Dr Hela Hsairi, qui est donc membre de l'association La Recherche en Action, qui est une association qui fait l'interaction entre la science et la société pour une recherche autrement. Et donc, pour ma part, je suis Hichem Benassine et je m'occupe de la communication à l'Institut Pasteur de Tunis et je coordonne également une structure d'interaction entre sciences et société à l'Institut Pasteur de Tunis qui s'appelle Sciences Ensemble. Alors, concernant les objectifs de cette table ronde, on va essayer de se focaliser sur 5 aspects. D'abord, on va essayer de définir un cadre et les enjeux de cette interaction entre sciences et société dans notre pays. On va s'appuyer en fait sur des principes que je vais vous présenter dans quelques minutes de la recherche et de l'innovation responsable qui sont aujourd'hui le cadre d'une collaboration sciences et société au niveau international et qu'on essaie nous de mettre en place ici en Tunisie à travers certains projets. On va insister sur l'apport de l'éthique dans la recherche, dans cette interaction sciences et société, identifier les intérêts vraiment de la collaboration sciences et société et en quoi la science peut apporter à la société et la société à la science. Et enfin, proposer des méthodologies de collaboration entre chercheurs et acteurs de la société civile. Alors, je vais commencer par un cadrage méthodologique, institutionnel, on va dire, qui est donc la déclaration de Rome qui a été élaborée dans le cadre d'un événement Sciences, Innovation et Société qui s'est tenu à Rome en novembre 2014 et qui a défini un concept qui aujourd'hui est utilisé dans les collaborations Sciences et Société et dans le design des projets Sciences et Société en Europe et dans d'autres continents, qui est la recherche et innovation responsable. La recherche et innovation responsable, ou en anglais on appelle ça Responsible Research and Innovation, c'est pour ça que je dirais plutôt RRI quand je parlerai de recherche et innovation responsable, est un concept en fait qui permet l'intégration et l'engagement des acteurs sociétaux dans le processus de recherche et de développement de la société, grâce notamment à des approches participatives et inclusives. C'est aujourd'hui, comme je vous disais, le cadre qui vraiment régit les interactions sciences et société dans les différents programmes de recherche. Et c'est ce qui est financé actuellement par les bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Alors, pourquoi ce concept, finalement, qui, quand vous le découvrirez, rejoint, en fait, permet de mettre en commun des principes qu'on connaît tous. Tout simplement parce qu'il y a un constat, en fait, au niveau international, qu'il y a énormément de défis sociétaux. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on pense à la recherche, on parle plus en termes de défis sociétaux qu'en termes de discipline. Et les défis sociétaux sont relatifs à la santé, la démographie, l'alimentation, la sécurité, le transport, le changement climatique, la sécurité et donc les libertés collectives et individuelles. Et la recherche et l'innovation responsable permet vraiment de relever des défis qui alignent des valeurs, des besoins et des attentes des acteurs qui sont impliqués et qui sont concernés par tous ces défis. Et ces acteurs, la recherche et l'innovation responsable a décidé de se focaliser sur 5 types d'acteurs qui sont d'abord, bien entendu, ceux qui sont à la base de la recherche, on va dire, qui font la recherche pour la majorité, c'est bien entendu la communauté scientifique, mais on a aussi le monde de l'éducation, le monde de l'entreprise et de l'industrie, la société civile, bien entendu, et nous, on va focaliser principalement sur la société civile ici, et puis, bien entendu, ceux qui vont prendre des décisions à la fin sont les décideurs. Donc, c'est quelque chose c'est des personnes que la recherche responsable et l'innovation propose d'impliquer dans la recherche.
et en appliquant en fait des principes. Comme je disais tout à l'heure, la recherche responsable, elle est fondée sur 6 principes. L'un des premiers principes sur lesquels on va insister notamment tout à l'heure avec l'intervention de Lemir Khalifa, c'est l'éthique de la recherche et comment doit se faire la recherche de manière éthique, de manière à respecter vraiment l'individu, le collectif et certaines normes éthiques. Il y a aussi l'égalité des genres, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, la dimension genre dans la recherche. La gouvernance participative, comment on peut faire en sorte de collaborer de manière participative et non pas de manière hiérarchique. L'open access, la liberté, la mise à disposition des données de la recherche. L'engagement sociétal avec la participation de la société civile, pas uniquement dans la mise en place du projet, mais aussi dans le design du projet. Et enfin, la nécessité de renforcer l'éducation scientifique afin de faire du citoyen un partenaire pour la recherche. Voilà. Donc en gros, si vous voulez, ce sont aujourd'hui des concepts qui font qu'on exige davantage de démocratie en science avec davantage de gouvernance participative dans la science, mais aussi plus de science dans la démocratie. Et donc très rapidement, par rapport à notre débat, je vais simplement proposer une sorte de cadrage entre recherche et société par rapport à l'expérience qu'on a en Tunisie. Tout d'abord, vous le savez tous, hein, en 2011, on a eu une révolution. Donc la révolution, elle a ouvert vraiment les vannes et a permis vraiment un développement de la société civile en Tunisie. Donc, il y a eu un constat il y a eu un besoin exprimé par la société civile dans ce cadre-là. Donc, j'aurais tendance à définir 4 postulats par rapport à une collaboration qui doit être aujourd'hui renforcée entre la science et la société. On a, et les chercheurs le savent très bien maintenant aujourd'hui, il y a une exigence et des standards pour atteindre une forme d'excellence scientifique qui est de plus en plus renforcée avec des normes, des certifications, des normes éthiques, des normes en biosécurité, etc., qui est censé permettre de répondre à ces défis sociétaux. Il y a aujourd'hui des programmes de recherche internationaux et nationaux qui sont davantage tournés vers le monde socio-économique et on exige de plus en plus d'avoir un impact sociétal dans un projet de recherche. Il y a une société civile en Tunisie qui est extrêmement active, on le sait, qui participe au processus décisionnel dans le pays. Et aussi, et ça c'est très important, c'est finalement transformer un problème en opportunité, qui est de considérer que cette situation de crise que nous vivons dans notre pays, que ce soit économique ou sociétale, est en fait une opportunité de pousser à une forme d'innovation scientifique et sociale, en justement créant des liens pour trouver des solutions adaptées. Voilà, donc ça c'était le cadrage que je souhaitais vous proposer par rapport à cette table ronde. Et donc on va tout de suite enchaîner avec la présentation du docteur Elim Belkhalifa, qui est donc, comme je vous le rappelle, chercheur à l'Institut Pasteur de Tunis et membre du comité d'éthique biomédicale de l'Institut, et qui vous proposera de réfléchir sur l'importance de l'éthique dans cette recherche responsable. Merci Hichem, merci à la Cité des Sciences d'avoir organisé cet événement qui permet quand même de conserver une dynamique, un peu impliquer le public dans une dynamique scientifique et un événement malgré la crise sanitaire que nous vivons. Donc, comme a dit Hichem, je vais parler avec une double casquette, celle d'un membre du comité d'éthique et celui du chercheur. Et je me trouve justement dans cette dynamique de recherche responsable et innovation, dans laquelle l'éthique est un des piliers sur laquelle repose non seulement la recherche, mais tous nos agissements dans cette dynamique de recherche-innovation responsable. Donc, quand est-ce que les questions d'éthique se posent pour un chercheur? Alors, quand il y a une balance, un choix à faire entre le bien, le mal et le devoir. Est-ce que dans ma recherche, il va y avoir plus de bien que de nuisance? Est-ce que je vais créer du bien ou engendrer une situation à risque? Et là, le chercheur doit s'assurer qu'il y a un choix qui s'impose, qui va engager l'avenir de sa recherche et le devenir des résultats de sa recherche, donc l'exploitation de cette recherche. Cela se pose aussi quand il y a une différence culturelle. Dans des projets de collaboration, souvent on est plusieurs
chercheurs de pays différents avec des cultures et une morale différente, entre guillemets. Et il y a une conception de bien qui doit être commune et universelle. Quand des raisons aussi autres que le bien de la personne sont présentes, et donc des fois on est en train de chercher à comprendre un processus, un mécanisme scientifique, mais pas forcément pour offrir un service à la société, mais c'est de la recherche fondamentale qui nécessairement va un jour ou l'autre aboutir à un bien pour la société. Alors, là, j'énonce plusieurs lois et règles qui ont été mises en place à travers l'histoire. Je vais pas lire tout ce que j'ai écrit, mais au fait, il y a deux périodes. Celle de l'après-Deuxième Guerre mondiale, donc à partir de 1945, avec la création du procès de Nuremberg et donc le code de Nuremberg qui a défini les premiers jalons de la bioéthique et de la recherche en santé et de l'expérimentation humaine, puis la création de l'UNESCO et la Déclaration des droits de l'homme, enfin, en 1948. Puis il y a eu, en 1964, la Déclaration d'Helsinki, et c'est effectivement les principes éthiques pour fournir des recommandations aux médecins qui voudraient mener des recherches avec des êtres humains. Puis, ça s'est précipité avec le développement des technologies liées à la recherche scientifique, c'est-à-dire la recherche sur le génome, la recherche nucléaire, la recherche avec les algorithmes, etc. Donc, il y a eu plusieurs lois et déclarations universelles auxquelles, d'ailleurs, la Tunisie est membre. Elle a ratifié la plupart des déclarations universelles, même si on n'a pas des lois éthiques qui régissent la recherche, nous sommes tenus à respecter ces déclarations universelles à partir du moment où le pays a ratifié ces déclarations. Donc, le chercheur est donc tenu à des référents. Paradoxalement, à part ces garde-fous, toutes les constitutions du monde, y compris la nôtre, celle de 2014, énoncent dans son article 33 que l'État va garantir les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique. Alors, comment peut-on être libre académiquement et puis avoir cette responsabilité de ne pas nuire? L'objectif de la science, c'est faire du bien à la communauté, donc à l'humanité. Partant de ce principe, les valeurs fondamentales de l'éthique, notamment en santé, et l'autonomie des personnes qui participent à la recherche, la justice de la répartition des fruits de cette recherche, qu'elle soit clinique, sur un médicament, etc., donc l'accès à ces résultats, aux bénéfices, la bienveillance, donc la bienfaisance qui est le contraire de la malfaisance. Un chercheur doit donc protéger les participants à la recherche, obtenir leur consentement éclairé, donc ils doivent savoir à quoi ils sont tenus. Ils doivent être aussi libres de sortir du processus de recherche, du protocole de recherche. Le chercheur doit conduire une recherche qui est conforme aux principes éthiques universels, respecter la confidentialité, bien entendu, et surtout communiquer les résultats de l'étude pour respecter le principe de l'open science, d'une science ouverte. Cela n'a pas malheureusement été le cas à travers l'histoire. Donc je vais prendre deux exemples et une réalité. Le premier exemple c'est James Marion Smith, qui est de l'Alabama, c'est considéré comme étant le père de la gynécologie. Ce monsieur est aussi il a vécu de 1813 à 1883. Il était président de l'American Medical Association, membre de la New York Academy of Medicine, et plusieurs statues furent érigées dans plusieurs villes. Pourtant, ce monsieur a mené des expériences chirurgicales sur des jeunes esclaves noirs, sans anesthésie, jusqu'à 17 opérations sur la même personne, pour enfin reproduire l'opération sur les femmes blanches anesthésiées. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est absolument contraire à l'éthique. Bien que les résultats de toutes ces recherches ont fait beaucoup de bien aux femmes dans leur vie de mère et leur vie d'épouse, puisque les retombées en gynécologie ont apporté beaucoup de bénéfices.
En avril 2015, donc plus proche de notre réalité, un biologiste chinois a réalisé la première modification génétique d'embryons humains à l'aide de la technique CRISPR-Cas9. Alors CRISPR-Cas9, c'est une méthode qui a obtenu le prix Nobel cette année. Alors ça s'appelle les ciseaux génétiques, les ciseaux du génome. Et ça a révolutionné les techniques d'étude du génome, puisque ça permet de couper à n'importe quel endroit du génome et d'insérer un gène là où on veut. Et les premiers bébés en Chine sont nés en 2018 et 2019. Il y a eu une très grande polémique parce que le travail, l'atteinte au génome humain et produire des humains modifiés est à l'encontre de toute éthique universelle. La Chine a été conduite, après cette polémique, à modifier son code civil et de mentionner que la responsabilité de toute personne qui ferait de telles manipulations sur un embryon ou un autre humain pouvait l'amener donc en prison. Qu'est-ce qui a été fait pour faire taire tout le monde? Ils ont emprisonné le chercheur. Donc, plus récemment encore, ce que nous vivons, c'est une vraie révolution avec tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Et les scientifiques, les philosophes de grand nom de la Silicon Valley ont posé la question de l'éthique dans le développement de l'intelligence artificielle. Et ils ont mis ça carrément, ils ont mis ça comme un débat public. Ils ont fait participer le public dans le débat sur l'éthique des intelligences artificielles. Et en 2018, il y a eu un guide de 7 principes éthiques que Google a mis en place pour s'engager de respecter la confidentialité, les données personnelles et surtout en utilisant l'intelligence artificielle dans la gestion de ces données. Vous vous souvenez tous du procès qui a été qui a mené Google à prendre ces mesures. Alors, un chercheur, finalement, est-ce qu'il est responsable de l'usage de ses travaux après les avoir publiés, après les avoir effectués? Est-ce qu'il est responsable comme tout un chacun? Ou est-ce que c'est une responsabilité supplémentaire? Donc, le chercheur, pour dire que le chercheur est intègre et qu'il a respecté une sorte d'intégrité et d'honnêteté scientifique, il doit résoudre certains problèmes pratiques. La pertinence des recherches conduites, le fait d'être impartial dans la recherche, surtout quand il y a un partenariat public-privé. La prévention de la gestion des conflits d'intérêts, d'un labo à l'autre, d'une équipe à l'autre et d'entre les membres du même laboratoire. Les publications scientifiques, il faut, dans ce cas-là, faire attention au plagiat, à la falsification des résultats, aux erreurs et aux signatures, que tous les membres qui ont participé à cette recherche soient bien présents dans la publication et la communication des résultats. Et puis le respect, bien sûr, des personnes, des animaux, de l'environnement, des cultures et, plus important encore, l'exploitation des données. Maintenant, avec l'open science, il y a des données qui peuvent être publiées et d'autres qui doivent être publiées avec beaucoup plus de prudence. Alors, quand on parle de research integrity, ça veut dire l'intégrité de la recherche, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous pouvons protéger? Au fait, en Europe, il y a eu un congrès, un meeting qui s'est appelé Science Europe en 2015 et qui a parlé de cette intégrité scientifique en précisant que l'intégrité est le pilier d'une recherche de haute qualité. L'open science est l'une des conditions pour promouvoir l'intégrité et la responsabilité principale dans la recherche incombe aux chercheurs eux-mêmes et au niveau même institutionnel, donc à l'institut dans lequel ils ont produit ces résultats de la recherche. L'intégrité est favorisée aussi par les formations qu'on peut avoir pour pratiquer correctement la recherche, donc exercer les bonnes et les meilleures pratiques en recherche. Alors, ceci étant, encore pour la recherche en santé, donc en sciences et vie, l'OMS a fait un projet global de sécurité sanitaire et elle a précisé 3 piliers sur lesquels peuvent reposer la science
la recherche en sciences de la vie, une recherche responsable. D'abord, l'excellence de la recherche par une recherche ouverte et honnête. L'éthique, la redevabilité et la responsabilité. Redevabilité est un mot pratiquement nouveau dans la recherche de point de vue français. Il existait bien avant dans les pays anglo-saxons. C'est le fait de rendre compte. La plupart des laboratoires de recherche utilisent de l'argent public et ils doivent rendre compte de l'utilisation de cet argent, aussi bien en faisant des rapports financiers, mais aussi en disant qu'a-t-on fait comme recherche qui pourrait avoir des retombées, de bonnes retombées pour la société. Et puis, il y a la biosécurité et la biosureté en laboratoire, donc protéger contre les accidents et le mauvais usage, aussi bien des résultats que des pathogènes. Donc, pour cela, il y a plusieurs garde-fous. Ce schéma montre que on peut aller de peu de risques et pas de risques dans la recherche jusqu'à des risques très avancés. Et à chaque étape, on peut avoir de nouveaux éléments à mettre en place. Donc, s'il n'y a pas de risque de double usage des travaux de la recherche, donc utiliser les travaux de la recherche pour faire du bien et faire du mal à la société. Et là, on peut laisser la recherche en open access, etc. Après, plus on avance dans les technologies et les spécialités telles que la génétique, les nanotechnologies, l'ethnographie, plus il y a de risques de mauvais usage des travaux de la recherche et des retombées des résultats. Et là, on doit mettre des garde-fous comme les comités d'éthique, responsabiliser les chercheurs, etc. Plus encore, lorsqu'on va vers la recherche nucléaire, les programmes de cryptographie, par exemple, l'intelligence artificielle, l'exploitation des données, etc. Là, il faut en plus des comités d'éthique mettre des codes de conduite qui évaluent les risques et qui permettent de les minimiser, en plus des lois quand elles existent dans le pays et des conventions internationales à mettre en œuvre à chaque fois. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Lim, pour ton intervention. C'est un vrai questionnement, c'est quelque chose c'est l'évolution finalement de la mentalité des chercheurs qui est questionnée ici sur comment passer d'un ressenti contraignant, de considérer l'éthique comme une contrainte plutôt qu'une opportunité. C'est quelque chose qu'on pourra discuter aussi tout à l'heure. Je vais tout de suite transmettre la parole donc à Ali Bouzouda, qui représente la plateforme Jamaïti et qui fera part de son témoignage en tant qu'acteur de la société civile et sur l'apport que peut avoir la science pour la société civile, et en quoi aussi la société civile peut avoir un apport pour la science. Donc, je t'en prie, Ali H. Merci pour l'invitation de l'Institut Pasteur ou la Cité des Sciences. Merci لك انت هشام زاده خاطر كي سالتني سؤال وقت اللي في النهارات الاولانيين قلت لي نحبوا نحكيوا على الامباكت de voilà la collaboration entre la science et la société civile. انا قلت كناشط في المجتمع المدني شنو حاجتي بالسيونس اليوم باش نجم نخدم خدمتي اليوميه وحتى انه يكون عندي فريمون ان امباكت على السوسيتي اللي انا ننتمي لها. من الاول بالكل قسمت الانترفونسيون تاعي السانك بوان. الاولانيه هي تعريف شنو هو المجتمع المدني في حد ذاته. البوان الثاني هي الامباكت ولا l'importance de l'accompagnement scientifique. وهنا نحكيو على scientific resourcing. نحكيو زاده على société civile comme collaborateur وفي الريزوليوشن دي بروبليماتيك سوسيتال. باش نحكيو زاده على l'impact de la société في الفالوريزاسيون السوسيتي سيفيل في الفالوريزاسيون ولا ديموكراتيزاسيون دي سيونس. والبوان الاخراني اللي هما لي اكسبيريونس نحن عشناهم في تونس كيلكو سوا في الانستيتو باستور والا في حتى d'autres institutions. نحن في جمعيتي على الأقل شاركنا فيهم. تعريف المجتمع المدني بالأحرى هو entité تحاول أنها تلقى حلول لمعاضدة مجهود الدولة في 3 حاجات سهلين برشا اللي هما يا إما توعية وتحسيس وسنسيبيليزاسيون يا إما نمشيو نعملوا مناصرة وبليدويي والحاجة الثانية إنه نعملوا دي بروجي سهلين مهلين باش نحاولوا نلقاو حلول هذوما. وديما لازمنا ورانا
حاجات نستمدوا منهم. علاش باش نعملوا لي زاكتيفيتي هذوما، ولا علاش باش نمشيو نحلوا المشاكل هذوما، ولا علاش باش نمشيو نعاونوا فئه ولا نخدموا على بروبليماتيك. حاجه سهله برشا ان انت لازمك دي دوني، معلومات معطيات. منين تجيبهم من عباد تعمل في ريشيرش، ولا تعمل في احصائيات، ولا تعمل في ديزيتود. نجم تلقاهم ساهلين زاده كيف ياما في اليانس المعهد الوطني للاحصاء، تنجم تلقاهم في لي زوبسيرفاتوار دو ليتا، تنجم تلقاهم زاده في لي زاجونس الوكالات اللي موجودين في الوزارات، وتنجم تلقاهم في لي رابور نتاع الرابور نتاع لي زورغانيزاسيون انترناسيونال والا حتى لي زورغانيزاسيون ناسيونال. وزاده هنا اللي باش نحكيو عليه برشا اللي هما لي سونتر دو ريشيرش اللي موجودين كيلكو سوا دي لابوراتوار والا دي سونتر دو ريشيرش اللي موجودين في اليونيفرسيتي. نحن في جمعيتي ولا في المجتمع المدني ديما نقفوا عند ثلاثه مؤسسات اساسيه اللي هي يا اما لي ناس، يا اما لي زاجونس انترناسيونال، والا نوقفوا حتى في لي زوبسيرفاتوار اللي تابعين الوزارات. وكاو ما عادش نلوجوا بعد على لي زونيفرسيتي، لي ماستر اللي تكتبوا، لي بي اف اللي تعملوا، هذوما الكل ولينا نحكيوا عليهم الا بعد 2014. بعد 2014 فما une sensibilité في المجتمع المدني للي جون اللي خارجين من لي زونيفرسيتي. والحق يظهر لي توجه، انا ما نعرفش، ما تنجموا تجاوبوني انتم كدي شيرشور ولا دي زونيفرسيتير تقريوا، هل هو توجه من لي زونيفرسيتي اللي موجودين في تونس انهم يعطيوا فرصه للي جون نتاعهم لي شيرشور انهم يمشيوا لي سوسيتي ويلوجوا على لي فري بروبليم اونتر غيمي، لي فري بروبليم، ويخدموا عليهم en collaboration مع السوسيتي سيفيل، والا هل هي مبادره شخصيه من عند لي جون في لي زونيفرسيتي. دونك هذا لازمنا نخدموا عليه peut-être des recherches ونحاولوا انه اون سيانتيفي المعطى هذايا. الحاجه الثانيه هي المشاكل اللي نعيشوهم في المجتمع، وخاصه في شنو المرايه نتاعو الاولانيه. المرايه نتاعو الاولانيه هو المجتمع المدني. انا اليوم كان عندي مشكله في الكامور، عندي مشكله تاع تنميه في جهه معينه، عندي مشكله نتاع ما في بلاصه معينه، عندي لازمني احصائيات، ولازمني نلقى منين علاش باش نمشي نخدم في البلاصه هذه مش في البلاصه هذه. ولازمني زاده كي نكتب، انا نبدا نكتب في ان بروجي اللي باش يعطيني فلوس باش يسالني السؤال الكبير، اي شنو باش تبدل. دونك انا كيفاش نقول له راني باش نبدل في حياه المواطنين، ماهوش حسابات، ماهيش دي كالكول، ماهمش معناها هذايا احساس. انا نحس انه هذاك فما مشكله الفلانيه، الاحساس هذا لازم يترجم في ارقام. والارقام مش ديما المجتمع المدني، الناشط في المجتمع المدني يعرف فريمون يجيبهم بطريقه علميه صحيحه اكاديميه. دونك لازم اكومبانيمون من تالي ولا كولابوراسيون من تالي مع دي انستيتيوشن والا مع دي جون شيرشور. ومن هنا جات الفكره مثلا نتاع انه نعملوا بوتيك دي سيونس في الانستيتيو باستور، ولا نحكيو مع وزارة المجتمع المدني وحقوق الإنسان والأحزاب، إنه نلقاو دي ميكانيزم في وسط إنه نوليو نحكيو على لي زيتود اللي تعملهم إفادة مثلا، باش نلقاو دي شيفر دغيغ نجمو نبنيو عليهم المشاريع نتاعنا. وفي النقطة الثالثة هي الديموكراتيزاسيون دو لا سيونس. اليوم ريناها حاجة ايفيدونت. اليوم مع الكورونا، مع لي بلاتو اللي تتحل، مع الديبا سوسيتال اللي محلول على الكورونا باغ اكزومبل، ولا يتحل على مشكل الماء، لازم فما ابروش مواطنيه في الحكايه، ابروش سيتويان في الحكايه. وانا الحقيقه كيما نسمع دي ميدسان، ونسمع des chercheurs جايين من des centres de recherche. ماذا بيا زاد نسمع دي اسوسياسيون يحكيوا في الوضع الوبائي، يحكيوا لي على شنو ما لي براتيك اللي نجموا نعملوهم. كي نحكيوا زاد حتى على الامباكت نتاع
نتاع الكورونا اقتصاديا واجتماعيا وسوسيولوجيا، التحليلات هذوك الكل، المجتمع المدني لازم يكون فاعل موجود في لي بلاتو باش يحاول انه يفسر على خاطر السيونتيفيك عنده لغه وديما نتناقش فيها انا وياك هشام، انه اللغه اللي يستعملوها لي شيرشور انا ما نجمش نفهمها. لازم يجي واحد يفسرها لي بطريقه ابسط، طريقه جايه من اللوطه الفوق مش من الفوق اللوطه، باش نحاول انا هذه كيفاش يتم. انا شفنا مع في دي كا مثلا الكشافه التونسيه كيفاش تعاملت مع وزاره الصحه في وقت من الاوقات، انها كيفاش لي ميزور دو لي باريير لي ميزور دو سانيتير هذوك كيفاش نجموا نفصلوهم للمواطنين و برشا ديزيكزامبل. خاطر نحكي توا على كا كونكري اللي هو قدامنا نعيشوا فيه اليوم، اما فما برشا امثله اخرين موجودين في المجتمع. لا ديموكراتيزاسيون مش كان هي جبناها من المجتمع المدني. مقبلك قلت على لابروش جونغ، مقبله نحكيو على الجوفرنانس بارتيسيباتيف، نحكيو على الاوبن داتا، وانه كيفاش انا كي نحب ندخل على كليه من الكليات او جامعه من الجامعات نلقى لي ماستر ولي بي اف كلهم قدامي بسيمي الطلبه اللي عملتهم بنوامر تليفوناتهم بالايميل نتاعهم، باش نجم انا من بعد نعيط له ونقعد نحكي معاه ونقول له هيا المشكله نتاعك راهي نفس المشكله نتاعي، هيا نحلوها على ارض الواقع، نلقاو لها حل. الغودوفابيليتي نتاع لي سيونتيفيك نتاع لي سونتر دو ريشيرش هذوما بخلاف الدوله، انا من حقي كمواطن نعطي في نساهم في الاداءات ونساهم في الكونتريبيوابل اللي يسميوه الناس الكل. ماذا بيا نرى انا السيد اللي يعمل في الريشيرش ينجم يعمل الريشيرش نتاعو في اللابو، اما ما يعني لي انا ما يمسني حتى شيء. دونك لازم يكون فما حلقه الربط اللي نسميها بين السيونتيفيك والمجتمع. النقطة الأخرانية اللي هي البرشا فلوس اللي نحكيو عليهم في تونس، نحب نعطيكم رقم صغيرون برشا، إنه في التمويلات اللي تتعطى المجتمع المدني في تونس 3% كهو يمشيو للريشيرش سيونتيفيك. هذا رقم خايب شوي ويفجع شوية. نفسه نجم نعطيوه المراية متاعه الدولة التونسية. ميزانية الدولة التونسية للريشيرش صغيره برشا بارابور للامكانيات اللي نجموا نعملوهم ولا للحاجات اللي نجموا نخرجوهم. كان نعطيو اكثر تمويلات للشيرشور، نعطيو اكثر تمويلات للجمعيات انها تنجم تعمل هي دي ريشيرش سيونتيفيك، وتنجم تعمل هي دي لابوراتوار. زاد اللي نحكيو على دي لابوراتوار موجودين او سان دي اسوسياسيون، مش كان علميه راهو طب وهذاك كاو، لا نحكيو حتى على السوسيولوجي، نحكيو على علم الاجتماع، الانسانيات خاصه. وتوا نحن في تونس حشنا دي سونتر دو ريشيرش يحكيو لنا ويفسرونا علاقه المجتمع التونسي بين بعضه، علاقه المجتمع التونسي بالحوكمه، علاقه المجتمع التونسي بالثوره. هذا كله ما نحكيوش ما نقتصروش كان على الجانب العلمي الماتو فيزيك وسيونس هكا هاو، ما إلي طون انه جامعات اخرى تنخرط في اللعبه هذه ولا في التيران هذه ولا في القطاع هذا، انها تعطيه اكثر مصداقيه. على خاطر انا كي اليوم نكتب ان رابور على عمل المجتمع مدني يكون وراه فما لابروش سيونتيفيك، انا نضمن 90% على الاقل انه ناخذ دي فينانسمون باش نجم نلقى حل المجتمع المدني، حل المجتمع. الحاجه الاخرانيه اللي باش نشير لها زاده انه في تونس مثلا عندنا كان زوز دو ماستر للمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني، واحده في لي اس جي والثانيه في تي بي اس، واحده في بوشوشه في المعهد العالي للتصرف، وواحده في تونس بزنس سكول في المروج. الزوز ماسترات هذوما بالنسبه لينا كناشطين في المجتمع المدني صغيره بالكل، على خاطر ما حشناش كان بالريشيرش، حشنا زاده بالاكومبانيومون لاسبي اكاديميك اي بروفيسيونيل. انا ماذا بيا يكون فما لو بروفيسيوناليزاسيون دو سيكتور دو لا سوسيتي سيفيل باش نجم نقترح ونكون قوه اقتراح
نكون قوه مناصره سورتو القضايا اللي نمنوا بها الناس الكل. ما نقعدش انا مرهون في اكل الجانب التطوعي الانساني هذاك كهو، ما لازمني زاده دغيغ موا ماكينه كبيره نتاع جيستيون، نتاع مانجمنت، نتاع اكومبانيومون زاد كيف وهذه معضله من المعضلات نتاع المجتمع المدني انه نحاولوا نلقاو حلول. Je retiens notamment, et j'aimerais qu'on en discute, on va dire que donc après l'intervention de Hel sur ce qui m'a dit, on a المجتمع المدني والبحث العلمي عنده خط اهداف. Et à partir du moment où on considère qu'on a les mêmes objectifs, on doit définir des règles, des collaborations ensemble et des buts ensemble à court, moyen, long terme. Et c'est vraiment quelque chose qui doit se faire de plus en plus naturellement. Voilà. Et donc justement, comme on a je vais passer maintenant la parole à Hel Hsairi qui va nous parler d'un exemple de collaboration entre sciences et société à travers le projet Stripes, donc coordonné par son association qui s'appelle l'Association de la recherche en action. Merci Hichem. Donc je vous remercie pour cette opportunité et pour l'organisation de ce panel Sciences et Société. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un projet qui a été réalisé au sein de l'association La Recherche en Action. Le projet s'intitule « L'engagement de la société civile pour l'application des résultats de recherche-innovation dans le domaine de l'environnement ». Bon, ce projet a été proposé et financé par le mécanisme Mobidoc Postdoc, lancé par l'ANPR, et dans le cadre du programme EMORI, et a été financé par REACT suite à sa participation dans un programme qui s'appelle Stripe. Donc, ce projet s'aligne avec 3 missions de l'association La Recherche en Action. La première mission, c'est d'accompagner le développement durable et contribuer à la définition d'un nouveau pacte social en se basant sur la recherche. La deuxième mission, c'est de stimuler l'innovation, développer un langage commun et chercher des solutions durables à des besoins clairement identifiés. Et la troisième mission, c'est de mettre la recherche à la disposition du développement des citoyens et de leur intérêt. Donc, l'objectif de notre projet, c'était à la base pour la société civile, c'est un renforcement de capacité, surtout en termes d'accès à l'information. Pour les chercheurs, c'est l'implication dans des recherches innovantes et surtout responsables, à fort impact économique et social. Cet engagement entre la société civile et les chercheurs permettra la co-création de solutions intégrées et durables. Donc, REACT participe dans le cadre de ce projet à travers sa participation dans un programme qui s'appelle Stripe. Le programme Stripe, c'est un programme lancé par World Resource Institute et dans plusieurs pays, dont la Tunisie. Et les partenaires de ce programme en Tunisie sont l'association La Recherche en Action, l'organisation Article 19 et aussi l'association Dynamique Eau. Donc l'objectif de ce projet, c'est le renforcement d'accès à l'information pour les peuples dans le domaine de l'environnement. En Tunisie, le projet Stripe soutient les communautés de la région de Gafsa à participer d'une manière constructive et à développer des solutions durables face à la mauvaise qualité et la rareté de l'eau, et aussi au contrôle ineffectif de processus d'extraction et de traitement de phosphate, c'est-à-dire à l'activité minière à Gafsa. Donc, la démarche du projet, donc on a commencé avec une équipe de l'association REACT
aussi l'organisation, article 19 et Dynamique O aussi, a organisé des sessions d'évaluation des besoins de la société civile de Gafsa. Donc, suite à ces réunions, à plusieurs réunions avec la société civile de Gafsa pour déterminer leurs besoins, on a fait un reporting et une analyse de données, surtout sur l'eau et son usage. Ensuite, suite à ces deux actions, on a pu restituer les besoins en renforcement de capacité et aussi en recherche et innovation. Donc, suite à cette restitution, des sessions de formation ont été organisées à Gafsa pour la société civile et aussi pour les acteurs du secteur privé et le secteur public, les acteurs dans le domaine de l'eau, essentiellement. Donc, la société civile a participé à ces formations. Les sujets traités au cours de ces formations sont essentiellement le droit d'accès à l'information, la régulation dans le domaine de l'eau, la gouvernance de l'eau, l'intégrité aussi dans le domaine de l'eau, comment être un acteur de changement. Toutes ces formations nous ont permis avec un mentoring de toute l'équipe de REACT, une équipe de chercheurs, pour inviter la société civile de Gafsa à proposer des idées de projets. En fait, on les appelait des work plans ou bien des mini-projets pilotés par la société civile de Gafsa avec une collaboration des parties prenantes. Donc, tout ce processus de learning by doing a été réalisé pour la création et l'adaptation d'une stratégie de plaidoyer. À la fin de ce processus, ou bien ce qu'on appelait la démarche, voilà, la méthodologie STRIPE qu'on a appliquée avec la société civile de Gafsa, nous avons obtenu un noyau de société civile qui est bien formé et qui est convaincu de la manière de communiquer avec les acteurs publics sur des bases ou bien sur des arguments scientifiques bien évalués et interprétés. Donc, les difficultés potentielles qu'on a vécues lors de notre projet, le déroulement de ce projet, essentiellement, c'est l'accès à l'information auprès des acteurs privés comme auprès des acteurs publics. Aussi, toujours l'interaction entre science et innovation, l'engagement aussi de la société civile, le budget, bien sûr, pour organiser ces formations et pour encourager la participation de la société civile et aussi la coordination entre les partenaires tunisiens. Donc, nos recommandations en tant qu'équipe de recherche qui a travaillé sur un projet dans la région de Gafsa avec la société civile, c'est de développer un programme d'appui à la société civile tunisienne afin de renforcer son rôle dans la recherche et l'innovation pour une société civile prenante dans la sphère stratégique de recherche et innovation, de sensibiliser aussi les chercheurs à l'apport ou bien au rôle de la société civile dans son implication dans la recherche et l'innovation, l'ouverture du monde de la recherche à la société civile, le renforcement de capacités scientifiques de la société civile aussi, et l'identification des besoins de la société civile pour la résolution des problèmes. À la fin de ma présentation de ce projet qui a été réalisé au sein de REACT, je tiens à remercier toute l'équipe REACT de chercheurs confirmés, Madame Latifa Bousselmi, Madame Thoraya Maleh, Madame Siham Ben Abdallah et Madame Sonia Abdelhaq. Ce sont les 4 chercheurs qui ont supporté ce projet et qui m'ont aidé aussi à établir
et sortir avec un plan d'action pour la société civile de GAFSA. Et merci. Merci beaucoup, Hélène. Merci infiniment pour cet exemple donc qui s'est déroulé à GAFSA, qui a bénéficié d'un financement d'un bailleur de fonds international. Hein, c'est bien ça. Donc, c'est important de préciser que ces choses-là ont besoin de moyens. Et je pense que ce qu'on pourra discuter dans le cadre du débat, c'est que les envies sont là, mais peut-être que les moyens manquent et que le cadre et la méthodologie manquent. Et c'est peut-être quelque chose qu'on doit vraiment développer. Donc moi, ce que je vous propose pour les 10 minutes restantes ou les 12 minutes restantes, c'est de réfléchir ensemble, de discuter, chacun interviendra, sur comment on peut se projeter maintenant sur la collaboration donc justement, entre sciences et société dans notre pays. Parce que je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que l'environnement est propice, le contexte est propice, les acteurs en ont envie. J'ai l'impression qu'il y a un acteur qui en a envie plus que d'autres, et notamment c'est la société civile. On a constaté, et notamment avec ton intervention, Ali, que la société civile, elle est prête, elle attend que ça. Et donc ma première question, en fait, elle va se diriger plutôt vers vous. Comment on peut convaincre les chercheurs à aller finalement en dehors de ce qu'on appelle maintenant la zone de confort? Tout le monde parle de zone de confort. Donc c'est la fameuse zone de confort du chercheur qui est que d'ailleurs, dans son labo, il a sa carrière en tête, avec carrière égale publication, égale encadrement d'étudiants, etc. Comment on va le pousser? Quel va être son intérêt, lui, ou elle, plutôt elle en général, à aller en dehors de son labo? La première chose, c'est qu'on oublie souvent que ce chercheur est aussi un citoyen. En fait, quand il sort de son labo, il va être face à un environnement qui est pollué, il va avoir accès à des services qui ne sont pas adaptés à son cadre de vie et à ce qu'il espère avoir. Il va mettre ses enfants dans des écoles où l'enseignement est complètement obsolète par rapport à l'avancée technologique. C'est un citoyen qui est confronté aux problèmes de la société en général, surtout notre société. Plus encore, il a fallu, moi je pense, que le chercheur lui-même, depuis un certain nombre d'années, a commencé à changer de façon d'élaborer sa recherche. D'abord parce qu'on est dans un pays, entre guillemets, qui a très peu de moyens pour la recherche. Vous l'avez signalé, je vous remercie. De moins en moins de moyens pour la recherche. Les budgets des laboratoires ont été carrément divisés par 3. Il faut le dire. Donc, effectivement, pour travailler et faire de la recherche de qualité, on passe beaucoup de temps à élaborer des projets et des collaborations internationales pour amener de l'argent. Donc, ça prend énormément de temps aux chercheurs. Et cette collaboration internationale le pousse à chercher des retombées, une sorte d'application, entre guillemets, de la recherche. Je n'aime pas beaucoup ce mot parce qu'en principe, la recherche devrait être applicable. Et effectivement, il va concevoir ses projets de recherche de façon beaucoup plus proche des besoins de sa propre société. On ne peut plus avoir le luxe, on ne peut pas avoir le luxe de faire de la recherche pour le plaisir. On ne peut pas se payer ce luxe-là partout dans le monde, mais surtout dans nos pays. Je sais que cette crise a encore accéléré ce processus de changement de façon d'aborder la recherche. Le fait que des chercheurs ont laissé leur recherche, moi je vois mon environnement direct, c'est-à-dire l'Institut Pasteur. On est plusieurs laboratoires et chaque laboratoire est spécialisé dans des choses assez proches mais différentes l'une de l'autre. Et pendant la crise, il a fallu un peu, entre guillemets, virer les étudiants pour les protéger chez eux et donc arrêter une activité de recherche, surtout pendant le mois de mars-avril, et ne laisser que des expérimentations qui ne peuvent pas être décalées dans le temps. Donc les chercheurs, pour la plupart, ont été confinés chez eux et ont travaillé en télétravail. On ne peut pas faire de la recherche tout le temps en télétravail. Donc beaucoup de chercheurs se sont mobilisés. Les uns se sont mis ensemble pour faire une étude, modéliser l'épidémie, proposer des solutions et essayer de voir comment pourra réagir ce pathogène, cette pathologie, vu ce qu'on sait de la propagation
par rapport confinement, non confinement, gestes barrières, pas gestes barrières, etc. D'autres se sont portés bénévoles pour faire partie de l'équipe Covid, l'équipe d'analyse Covid. Donc, avec les techniciens, avec les autres chercheurs, avec des médecins, des pharmaciens, tout le monde était à faire des tests d'analyse. Une vingtaine de personnes, même plus, qui se relayaient jour et nuit, pendant la première phase, pendant le mois de Ramadan, etc. C'est une façon très nouvelle, très innovante d'être chercheur. Ce n'était pas le cas, ce n'est pas la zone de confort. Ces gens-là ont choisi de sortir de leur zone de confort au lieu de rester chez eux confinés et de suivre des formations en ligne qui ont été mises à la disposition des étudiants et des chercheurs par les universités à l'époque du confinement. Ils ont décidé d'être partie prenante. D'autres ont même participé à des réflexions sur l'éthique de mener de la recherche devant un nouveau virus, de comment appréhender éthiquement le traitement des malades, des patients, des décès, etc., et de coacher les médecins et de les faire un peu réagir par rapport à la façon de faire, même si on est dans l'urgence, même si on est en crise, il faudrait respecter la dignité. Et donc, la façon de faire des gens, justement, moi, je trouve que la crise a des retombées qu'on sait qui ne sont pas heureuses et qui ne sont pas bonnes, mais de point de vue de comportement des chercheurs et des médecins et des infirmiers et des jeunes, on a vu beaucoup de jeunes se mobiliser pour créer des visières, pour redonner des applications nouvelles, pour innover avec des robots qui vont aider les policiers et qui vont aider les médecins de façon bénévole, mais encadrés par leurs professeurs, par des chercheurs dans les labos de recherche. Et c'est une façon, ils n'étaient pas dans des projets pour faire ça, mais ils l'ont fait. Et donc, il y a vraiment un changement. Moi, personnellement, je le vis, ce changement. Et les projets européens, RRI, dans le projet Inspire, l'Institut Pasteur, a beaucoup changé la façon de voir les jeunes chercheurs. Les jeunes chercheurs ne sont plus des doctorants qui doivent faire un sujet qui va partir de l'Institut, mais non, ils sont devenus impliqués dans la vie de l'institution, dans la vie scientifique de l'institution. Ils ont des responsabilités, ils prennent en charge les choses, ils organisent des colloques, ils organisent des tables rondes, ils interpellent les chercheurs et les décideurs. C'est-à-dire qu'il y a eu cette plateforme leur a donné le moyen d'interpeller. Voilà. Moi, je pense que le changement est en cours. Merci Elim. Effectivement, le changement est en cours. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on ne parlait même pas de sciences et société en Tunisie, donc le changement est bien en cours. Et d'après ce que tu dis, moi ce que je retiens, c'est pour ça qu'après je poserai la question à Ali et à Hel à ce sujet, c'est finalement on a, d'après ce que tu dis, le chercheur finalement, les vraies natures des gens se révèlent au moment d'une crise. Donc effectivement, on voit il y a certaines personnes qui se sont révélées en tant que chercheurs, qui sont révélés chercheurs citoyens, qui s'engagent, qui s'impliquent pour leur institution, pour leur pays. Et puis il y a aussi un cadre qui fait que les gens s'engagent. Donc le cadre, il est défini par des projets, il est défini par des institutions. Et il y a aussi, le cadre, c'est une politique, c'est une stratégie. Et donc maintenant, je me tourne vers Ali et Hela. Quel cadre finalement on pourrait définir maintenant au niveau de notre pays qui pourrait justement pousser à cette collaboration entre, et là je dirais société et science. Qu'est-ce qui ferait que la société va aller vers la science? Et elle est convaincue, elle est convaincue de l'apport que peut avoir la science, mais qu'est-ce qui va l'encourager à aller vers elle? Est-ce qu'on pourrait définir en 2 minutes un cadre idéal? اللي عملتوه انتم بالضبط في الانستيتيوت باستور سي اوسي سامبل كو سا سي لا ريبونس معناها انك تجي للعباد تجي للمجتمع المدني تحط على ذمته بلاتفورم سهله ينجموا هما يحطوا لي بوزوان نتاعهم فما اون كوميتي ديريير elle fait une sélection تعمل l'implémentation مع un chercheur وتحط شويه فلوس pour réaliser le projet 1 2 3 هذا هو الكادر. قبل ما كانش موجود الكادر هذا وعمره ما كان موجود وحتى لتوا كان اليوم انتم تسكروا الفكره هذه غدوه صباح نعاودوا نرجعوا للي ميثود اركاييك
كو انا قاعد في بيرويا نرى ان فما مشكله نتاع ماء في رديف شفتها في التلفزه نمشي نعمل ان بروجي غاديك. دونك اذا الدوله تاخذ بعين الاعتبار وتاخذ بزمام الامور انه لازم الكادر اللي انتم يا وزاره الصحه والا وزاره التعليم العالي ولا وزاره التربيه هي اللي يكون عندها انستيتيوشن مقسومه على اثنين هي ومجتمع مدني وينجموا يخدموا مع بعضهم في كولابوراسيون نتاع نقولوا نبداو ب10 بروجيات في العام ومن بعد نكبروا شوي خاطر الفلوس موجوده. الفلوس يجيو لتونس ويعاودوا يرجعوا على خاطر ما نلقاوش دي انستيتيوشن اللي هي عندها لي ميكانيزم انها تعمل سو جور داكتيفيتي. خاطر موجودين في العالم الكل لي زيكزامبل موجوده في بوليفيا في هولندا في المجر في فرنسا في اسبانيا موجودين لي زيكزامبل. اجا نعملوا كوبي كولي مع شويه تونست الامور نجموا نخرجوا موديل سهل. مي اجا اذا كل عام كل 6 شهور مش كل عام كل 6 شهور تبدل لي وزير وكل وزير يبدل الكابيني نتاعو وكل كابيني تجيب افكار جديده. دونك انا اليوم جو ديبوز هذا البروجي هذايا للدوله نجم تخرج ب 60,000 صبه وصبه. لازم الانستيتيوشن هي بيدها تقرر وتجي تقول للمجتمع المدني هاي اجا نتناقشوا مع بعضنا. ناقشنا مع بعضنا في 30,000 حكايه 30,000 موضوع و30,000 بانيل ومن بعد نهزوا رواحنا ونروح. يقعد الوزير غادي ونقعد مقابلينه نحن نحكي ونتناقشوا ومن بعد هما يسمعونا يبخون نوت ويهزوا رواحهم ويروحوا. دونك سي نوتر كوتيديان. اما لازم فما انستيتيوشن تقول هاو عندي اون ايكيب ديغيغ موا فيها 3 من الناس هاي نخدموا. انتوما كيفاش لقيتوا انتوما تقولوا لنا كيفاش عملتوا وتمشيوا تعملوا ليكزامبل هذايا تعطيوه لوزارات اخرين. فو تروفري لي اسوسياسيون اللي كولابوريتو معاه اللي هما حتى لتوا 10 جمعيات و10 مشاريع ناجحه دي بون اكزامبل ا سويفر. دونك هاي نعملوا موديليزاسيون ونلو بروبوز وكان ما حبتش الدوله التونسيه تنلقاو له فون اخر. Merci beaucoup, Ali. Je vais te donner la parole très rapidement, Hélène, mais je voulais insister sur le fait qu'il y a par rapport à l'expertise tunisienne dans la résolution de problèmes. On a souvent l'habitude, quand on a des projets internationaux, d'avoir des experts étrangers, d'avoir des experts internationaux qui vont accompagner donc les structures bénéficiaires, donc que ce soit public ou l'associative ou la privée. Et souvent, ces expertises coûtent très cher parce qu'elles sont payées en devises et qu'elles sont parce que on demande des expertises internationales parce que justement le financement est international. Et en fait, ces expériences de sciences et sociétés et notamment le projet Stripe montrent qu'il y a des expertises tunisiennes, 100% tunisiennes, qui font qu'on peut accompagner la société civile et les structures publiques tunisiennes et qu'on a ces compétences-là. Et donc, c'est important de signaler que ces compétences existent et qu'elles peuvent donc être dans la résolution de problèmes. Donc, juste, Elle, par rapport à ton expérience, est-ce que comment tu vois le rôle d'associations comme REACT ou la RIL finalement dans cette interaction entre sciences et société, cette structure intermédiaire finalement? Merci Hichem. Donc, en se basant sur l'expérience de REACT dans ce domaine, trouver le cadre d'un projet avec la société civile, c'est en collaboration avec la société civile est très important. Trouver le cadre, c'est aussi trouver une source de financement, trouver un budget pour les activités dans un cadre de projet. Je reviens sur l'intervention de Ali. Maintenant, il ne s'agit pas d'une société civile qui porte une idée de projet, de présenter l'idée de projet à des acteurs publics, mais de trouver une collaboration entre société civile et chercheurs. Ensuite, constituer ce projet. Donc, un projet, c'est constitué par plusieurs partenaires socio-économiques. Un projet qui définit des activités et
où on a la contribution de la société civile et aussi la contribution de la science et de la recherche pour pouvoir participer à des appels à projets, des appels internationaux et pour trouver le financement nécessaire pour réaliser les activités et répondre ainsi aux besoins de la société civile. Donc ce qui manque, je crois, c'est cette coopération entre l'idée et les besoins exprimés de la part de la société civile et l'implication du chercheur pour réaliser, pour monter le projet ensemble et trouver le financement. Il nous manque aussi la veille sur les appels à projets et les appels à projets qui insistent sur l'implication de la société civile et les acteurs socio-économiques. جست ملاحظة. راهو المجتمع المدني ماهوش المجتمع المدني بتاع تونس العاصمة، راهو يجي نتفقوا ساعة. لي زاسوسياسيون الصغار اللي موجودين في لي ريجيون ما يعرفوش لي ميكانيزم هذوما، ما يعرفوش انه فما تنجم تاخذ شيرشور من عند الانستيتيو باستور باش هو يمشي. سي نوتر رول نحن في جمعيتي مثلا، وسي فوتر رول انتوما زاد انك تحطوا دي باز دو دوني وتعملوا سنسيبيليزاسيون لي اسوسياسيون الصغيره في لي ريجيون مع دي كانو مع لي زونيفرسيتي مع لي اسوسياسيون. نجم نقول لك مليار بروجي مزيان على الاخر ولازموا دي اكومبانيمون نتاع دي شيرشور، اما لي اسوسياسيون ما تعرفش المعلومه. في الحلقه الرابط هذه نحن جمعيتي وحدنا ماناش قادرين انه نعملوا هذا الكل. فما زاد كيف هنايا الانستيتيو باستور ينجم يمشي الافاده اسهل من انه يجي الجمعيتي، على خاطر دي انستيتيوشن غوفرنمونتال بين بعضكم تنجموا تنسقوا باش تلقاو مشاريع ثنائيه وتلقاو لها دي فينانسمون وهذاك الكل اسهل من انك تمشي الجمعيتي اللي هي جمعيه تخدم في ولا رياكت ولا اي اسوسياسيون موجوده في الريجيون. عندكم الماكينه موجوده، راه انت كي تبعث كوريي والكوريي هذايا يتبعث للولايات الكل نتاع الجمهوريه والادارات الجهويه، الماكينه راهي موجوده غير راقده، غير لازمها تزييتها. معناها الي طون باش تخدموها، خاطر المجتمع ما نجموش نعملوا على المجتمع المدني هاي شبيه ما يجيناش وشبيه يكتب وما يقول لناش، وعلاش يكتب في حاجات ونحن نخدموا في حاجات في اللابوراتوار كما قلت انت. اما كان انت تسخر لي اونتر كيمي لي ريسورس هيومان اللي عندك الكل، تجي تقول لي ريت لي لابوراتوار الكل وفي لي زونيفرسيتي الكل محلولين لي بي اف او لازمهم يتعاملوا. ما فما حتى بي اف او ما يتعاملش مع اون اسوسياسيون. هاي اون اكزيج هذايا مثلا في وزاره التعليم العالي، ونقولوا ما فما حتى بي اف او ما يتعاملش، ولا لازم لي بي اف او الكل يتعاملوا مع اون اسوسياسيون. ما تمشيوش للسيكتور بريفي بوندون 2-3 ans، نمشيو نخدموا كان مع دي اسوسياسيون. راه فما 20,000 اسوسياسيون في تونس، دونك هذا الكل ما نعرفوش. دونك الي طون كو نكبروا شويه في سيونس انسامبل، يولي ان بروجي ناسيونال مش ان بروجي انستيتيوشنال. وصلت. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Elie Belkhlif, merci El Hassel et Ali Bozouid pour vos interventions. Bon, c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait bien discuter comme ça encore longtemps et puis et ouvrir davantage le débat. Tout ce que j'aimerais que vous reteniez de cette table ronde, c'est que la volonté, elle est là, les expertises sont là. Il faut simplement faire en sorte que les choses se fassent.